Une nouvelle cassette de la série Vivre en France consacrée aux régions, aux traditions, bref, aux racines régionales auxquelles nous sommes tous tellement attachés. Ce sont, vous le savez, quelques-uns des plus beaux reportages du journal de 13h de TF1 et grâce à eux, nous faisons dans chaque cassette de formidables promenades à travers les régions françaises. Pour commencer cette 7e cassette, une belle histoire, celle d'une vieille dame qui est tombée amoureuse d'un petit village de l'Hérault qui s'appelle Faugères. Elle s'est prise de passion pour restaurer les nombreux monuments du pays et notamment les moulins qu'elle veut absolument voir revivre. Mon rêve, ce serait de pouvoir survoler le temps et de retourner à l'époque où nos ancêtres faisaient ces édifices. J'aurais aimé participer à ça. Les moulins de Faugères regardent passer le vent sur la plaine languedocienne. Depuis 2 siècles, leurs ailes n'ont pas bougé. Aujourd'hui, leur histoire et leur avenir se confondent avec celui d'une dame de 86 ans, Jeanne Collignon, qui rêve. En parcourant l'Hérault pour rechercher mes ancêtres, je suis tombée sur Faugères et je suis tombée amoureuse de la maison que j'habite maintenant. Je me suis profondément intéressée à ce pays. J'ai trouvé beaucoup de ruines. J'étais très étonnée et j'ai pensé que si nous laissions ces édifices en ruine, nos arrière-petits-enfants ne connaîtraient pas l'histoire du pays. J'avais tellement été émue que j'ai décidé de fonder tout de suite une association. Et grâce à cette association, nous avons pu ou consolider ou restaurer 22 édifices depuis le sud jusqu'au nord du département. Jeanne est partie en croisade. Elle assaille sans relâche tous les organismes pour obtenir des aides. Mais il lui a fallu aussi convaincre les gens du pays, les viticulteurs du Faugérois. Ici, on avait plutôt coutume d'utiliser les vieilles pierres pour bâtir de petits murs dans les vignes. Et l'on ne voyait pas toujours d'un très bon œil cette étrangère qui se mêlait de vouloir restaurer les monuments. On s'est dit, bon, elle va venir, elle arrive, elle pense qu'elle va faire plus que des gens qui ont des générations qui sont là. Et puis on s'est aperçu petit à petit qu'on avait un patrimoine de valeur et qu'on ne le voyait plus à force de le voir. C'était un peu comme quand on vieillit en famille et on ne s'aperçoit pas qu'on vieillit. Et c'est quand vous rencontrez un ami qui ne vous a pas vu depuis quelque temps, qu'il y a un petit choc, on s'aperçoit qu'on a vieilli. C'était un peu comme ça pour notre patrimoine. Ce patrimoine, en attirant des visiteurs, pourrait aider l'économie locale basée sur un vin d'appellation contrôlée, le Faugères. Et l'on imagine des itinéraires mêlant dégustation et découvertes historiques, autour par exemple de ces capitelles, les maisons de bergers vieilles de 4000 ans. Nous avons l'intention, quand nous aurons terminé avec nos grands chantiers, de faire le chemin des capitales pour les touristes. Les chemins de Faugères pourront conduire aussi à de petits bijoux perdus dans la garrigue, comme cette chapelle pré-romane du Xe siècle. Ils mèneront de village en village, aux châteaux, aux églises de Lorens, Cossigno-Jouls, Roquecels, Cabrerols, dont les noms parlent tout seuls de la mémoire des pierres. Et cette mémoire des pierres dira aussi tout le travail, l'ardeur, l'esprit des hommes qui ont bâti ces édifices. Il y a une ou deux chapelles avec les moulins qui sont le symbole de la mentalité des gens qui ont habité ce pays autrefois. Et cette mentalité, je la respecte, je l'ai en moi, je la comprends. Et tout cela fait ma vie. Pour moi, ces édifices sont vivants car ils ont reçu de la part de nos ancêtres leur rayonnement. Nous allons maintenant parler d'un homme qui lui aussi a un profond respect pour ses ancêtres. Les habitués de Vivre en France le connaissent bien. C'est Monsieur Boudon, le paysan auvergnat. Il cultive encore à l'ancienne dans sa ferme du Massif central. Et lorsqu'il part en vacances en Suisse, il emmène ses bœufs, histoire de montrer aux Helvètes comment autrefois on cultivait la terre. Bicentenaire de l'abbaye de Châteaudet. On vient des 4 coins de Suisse. Ici, on aime mettre à l'honneur les traditions rurales. Une délégation française de poids, Michel Boudon, paysan d'Auvergne, et ses bœufs, moutons et dragons. Au printemps, en Suisse, les fêtes paysannes sont nombreuses. Michel y est invité, ses bœufs aussi. Des vraies vacances.
Parti dans la nuit du Puy-de-Dôme en camion, la frontière est atteinte dans la matinée. On passe la douane à pied. Ils ont quel âge? 8 ans. 8 ans. Ils viennent d'Auvergne alors, hein? Est-ce qu'ils sont beaux? Contrôle vétérinaire en règle, le garde-frontière déclare « Bienvenue en Suisse, le paysan et ses bêtes ». En matière d'accueil, les gens de ce pays sont irréprochables. Tant il est vrai qu'ici, tout respire propreté, quiétude, le bonheur du pays d'en haut. Chez les Vaudois, pas de chevaux ni de bœufs dans les champs. Tout est machine agricole. On collectionne même les tracteurs anciens. Alors on va chercher l'irréductible qui travaille encore sa terre à l'ancienne, en pays Arverne. On cherchait une paire de bœufs pour meubler notre manifestation, pour avoir quelque chose vraiment d'authentique. Sitôt que Michel est arrivé là, c'était presque le coup de foudre. On a admiré sa façon de les mener, appris comment c'est qu'on soigne les bœufs, comment c'est qu'ils travaillent, parce qu'on a tout à apprendre et puis surtout revoir ces anciennes méthodes. Et du reste, on est allé, tous les paysans de la commune de Craché sont descendus chez Michel, lui rendre visite, voir où il vivait, comment il travaillait. C'était un souvenir inoubliable pour tous, en Auvergne. C'est quelle race? C'est la race de Salaire. Salaire? Salaire, c'est la race de montagne. Race de montagne, voilà. Ils veulent savoir, ils veulent que je leur explique des choses qu'ils n'ont pas, pour la plupart qu'ils n'ont pas connues. Peut-être qu'ils recherchent la sagesse paysanne qui est un peu partie, qui n'est plus la même. Peut-être. Ils cherchent avec moi ce qu'ils ont perdu chez eux il y a très longtemps. Ils retrouvent ce qu'ils ont perdu. Le voyage aboutit au cœur des Alpes vaudoises. Invité tous les ans, Michel y est comme chez lui et trouve ça beau. Moutons et dragons reconnaissent l'étape. Mi-helvète, mi-auvergnat, l'initiateur de cette escapade se réjouit. Un pari insolite, mais tellement sympathique. Je crois que le jeu en valait la chandelle parce que les paysans suisses ne connaissent pas les bœufs dressés. Et puis, c'était un bon sujet de leur montrer ce qu'on faisait encore en France et en Auvergne en particulier. Je pense que pour lui, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Il n'était jamais allé si loin, je crois. Alors, ça lui a fait des vacances presque au bout du monde avec ses bœufs. Parce que des vacances sans ses bœufs, pour lui, ça ne serait pas des vacances. Un bon mouton. Ça veut dire t'as pas mouton. Allez, allez. Roulez. Mouton, allez. C'est l'ancienne charrue qui date, je pense, de 1920-25. C'est la première fois que je vois, ça me fait plaisir de voir ça. Notre joug, il est fait, c'est quel bois ça? C'est du bois de bouleau. Ouais. Mais on peut les faire en orme aussi. J'ai encore mon fabricant de jougs qui est dans les monts du Forez. Il taille encore les jougs dans les troncs de bouleau. C'est très intéressant à voir, il faut le voir travailler cet homme-là. Si le joug il est trop grand, le bœuf il ne peut pas tirer. S'il est trop serré, trop juste, ça le pince, ça le blesse. Et il ne peut pas travailler. Ah, t'as raison, dragon, là, oui. Il y a une chose qui les frappe particulièrement, c'est de voir que les bœufs ils obéissent à la parole, que j'ai pas de guide ou autre chose pour les faire obéir. Vous aimez labourer? Ah, ça c'est ma passion, je labourerai toute l'année. Une terre est vraiment belle quand elle est labourée. Et chez moi on dit, la terre elle est comme une femme, mieux on la gratte et mieux elle vous aime. Et la terre vous aime? Je pense, oui. Et c'est vrai, quand on aime la terre, elle sait le rendre et elle donne de beaux produits comme par exemple le houblon. Il se récolte à la fin de l'été. Cette plante mal connue est indispensable pour fabriquer la bière. Les Alsaciens le savent bien, leur région produit plus de la moitié de la bière consommée en France. Ensuite le tri, on enlève les feuilles, une occupation qu'Irène pratique tous les ans. Oui, c'est habitude, tous les ans. Je vais dans le houblon, ça me plaît. De la bière. Avec 4 céréales, malt, maïs, houblon et levure, sans oublier l'essentiel, l'eau et quelques petits secrets par-ci par-là. Une fois dans les matières premières, l'autre fois la méthode de fabrication, et il y a quelque chose d'autre qu'on ne parle pas en public. Vous comprenez? On va en profiter pour lever notre verre et fêter les 100 ans du cinéma, une invention des frères Lumière en 1895. Auguste et Louis Lumière avaient une maison à Lyon.
Mais ils avaient aussi une résidence à La Ciotat. Et c'est là-bas qu'ils ont réalisé l'un des premiers films de l'histoire du cinéma, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. C'est la magie du cinéma. Une petite lumière et une grande image qui traversent le siècle ensemble sans prendre une seule ride. La gare de La Ciotat, par exemple, elle n'a presque pas changé depuis le jour illustre où Louis Lumière avait filmé l'arrivée d'un train. La Ciotat, train en direction de Toulon. Quai numéro 2 en voiture, s'il vous plaît, attention au départ. C'est une histoire de famille. Le train est entré dans la gare de La Ciotat pour ramener ma grand-mère qui passait ses vacances à La Ciotat. Et son père, Louis Lumière, avec cet appareil que j'ai en main, a filmé sa descente. Alors, il y a eu plusieurs versions de cette arrivée. Une première originale filmée par Louis Lumière qui lui a donné l'idée de faire ensuite une petite mise en scène. Et ils ont recommencé avec toute la famille. Ils ont joué la comédie de cette arrivée du train en gare de La Ciotat qui est devenu le film que vous connaissez. Découverte encore timide, le cinéma pointe son nez et La Ciotat le regarde qui balbutie ses premiers pas. Ici, les frères Lumière tournent quelques-uns de leurs premiers films et ils organisent une des premières séances de cinéma. C'était dans la propriété familiale, le 21 septembre 1895, devant 150 invités. Monsieur et Madame Antoine Lumière vous prient de vouloir bien leur faire l'honneur d'assister à quelques expériences de cinématographe chez eux le samedi 21 courant à 8h30 du soir. Cette réunion étant toute de famille, vous êtes priés de venir en toilette journalière. Cette salle de réception où l'on peut voir encore sur le mur une photo du père, Antoine Lumière, conserve tout le parfum de la belle époque. Et l'on imagine le drap tendu de l'écran et Louis Lumière qui tourne la manivelle, et puis les spectateurs médusés, émerveillés devant ces images qui prennent vie, là, sous leurs yeux. Comme les caméscopes actuels, le cinématographe de Louis Lumière pouvait servir à la fois de caméra et de projecteur, en s'ouvrant. Il pesait à peine 5 kilos et se transportait facilement. Alors, après le succès de la séance du 21 septembre, le directeur de l'Eden Concert à La Ciotat demande à Antoine Lumière de venir faire une démonstration chez lui entre deux numéros. Et là, aux surprises, Antoine va être incapable de faire fonctionner cet appareil. Et c'est sous les sifflets et les colibés qu'il va repartir pour demander à son fils qui, quelque temps après, viendra faire cette démonstration. Et c'est ainsi que cette salle, qui est toujours là, qui est telle qu'elle, elle n'a pas bougé, est certainement la plus vieille salle de cinéma du monde. Aujourd'hui, l'Eden n'ouvre plus qu'une fois par an pour un festival. Tourné en 1896, l'arrivée du train n'est certes pas le premier film, mais c'est sans doute le premier film d'épouvante. Lors de sa projection, certains spectateurs sont tombés à la renverse. D'autres se sont même évanouis. En voyant le train arriver sur eux, ils avaient peur d'être écrasés. Bien sûr, l'image du train n'effraie plus, mais elle transporte d'autres frissons. Alors pour vous qui aimez les trains et le cinéma, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Génial. C'est trop beau. Il y avait pas mal de monde qui prenait le train à l'époque. C'était un moyen de locomotion terrible. Et c'était la première fois que vous voyiez ça? Tout à fait. J'ai vu en photo statique, mais j'avais jamais eu le mouvement. Et c'est sublime. C'est génial. Le TGV remplace la locomotive à vapeur. La vidéo supplante le film, mais la magie demeure. Le train qui entre en gare de La Ciotat apportera toujours sa part de rêve. Cette petite lumière et ces grandes images qui font le cinéma.
Allez, on va mettre de bonnes chaussures maintenant et partir en randonnée au bord de la mer. C'est une superbe promenade que je vous propose dans le Finistère Nord, sur le chemin des phares bretons. C'est un très grand bol d'air. Des régions tellement de paysages et de merveilles à découvrir. Et si un jour vous passez par le petit village des Estables en Haute-Loire, avec un peu de chance, vous pourrez rencontrer l'une des dernières dentelières au fil d'or. Une dizaine de grands-mères perpétuent cette tradition unique en France. Elle disparaît malheureusement, regardez. C'est perdu sur ces hauts plateaux, tout près des sources de la Loire, qu'il faut chercher les dernières dentelières au fil d'or. Et quand on parvient enfin au village des Estables, au bout d'une route sinueuse, il faut chercher encore dans les plus vieilles maisons, les grands-mères les plus âgées, celles qui, dos à la fenêtre, sont penchées sur un ouvrage mystérieux qui brille. C'est bien difficile. Oh, c'est raide le fil. Parce que c'est le métal. Voilà, c'est le métal, c'est ce qui l'entoure. C'est ce qui entoure le fil qu'il y a en dedans. Cette dentelle gainée de métal, que ce soit de l'or ou un alliage doré, ne se travaille pas comme les autres dentelles. La tradition en est strictement localisée ici. J'ai fait de la dentelle dorée plus que de la blanche. Et ça marchait bien, hein, que moi je me rappelle que ma mère fallait faire 25 mètres en peu de temps. Et puis ça gagnait mieux. Ça gagnait beaucoup. C'était bien plus payé que la dentelle blanche, et on ne payait pas la marchandise. Voilà, et la blanche, il fallait payer le fil. C'était pas le chômage. C'était les commandes. Et qu'est-ce qu'on en faisait de cette dentelle dorée? Elle servait à quoi? Il paraît que c'était pour les théâtres, les ornements d'église. À ce moment-là, vous savez que des ornements d'église, il y en avait beaucoup. Maintenant, des fois, si on en vend un petit peu, c'est pour faire mettre une robe de soirée. On ne peut pas le mettre, c'est pas pour la lingerie, ça ne sert pas. Ça gratte? Là, tu fais la Yvette. Je parle la Yvette de la Léonie. Ou la Fernando. Cela se passait dans les années 20 aux Estables, quand les petites filles de l'époque travaillaient avec leur mère à la fabrication de la dentelle dorée, selon les commandes passées par les marchands lyonnais. Mais c'était du travail au noir. Et un jour de 1967, les commandes ont cessé. À ce moment-là, il a fallu mettre les ouvrières à la sécurité sociale. Et c'est pour ça que ça s'est arrêté. Qu'est-ce que vous voulez? Que tant que nous, on est en vie, ça va. Quand on n'y sera plus. Je ne sais pas qui c'est qui le reprendra. On ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres qui le prendront. La dentelle dorée, j'ai bien peur qu'elle se perde au pays. Pour l'instant, la tradition se maintient comme un fil ténu. Tous les jeudis, leur carreau de dentelière sous le bras, les grands-mères des Estables se réunissent pour recréer la chaleur des veillées d'autrefois. Voilà, celle-là, elle s'appelait Soupérouille. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pou. Parce qu'elle était toute petite, mais elle est pourtant très jolie. Hein. Là, c'était bien le petit levain, ça? Oui, je crois. Hein, et il y a même un dentelier. On se raconte des blagues et tout à coup des sottises et voilà, et le temps passe. Dans la gaieté, lentement, les bobines de fil doré s'épuisent, ces réserves de fil trouvées au fond des armoires de famille. Aux Estables, les dernières dentelles dorées brillent comme un trésor. Oh, mouchu, faut pas regarder mon moutou. Fialema, que nous y allons broder, mouchou. Oh, mouchu, faut pas regarder mon moutou. Fialema, que nous y allons broder, mouchou. Et oui, les grands-mères nous transmettent beaucoup de choses, la couture et les chansons, mais aussi les contes et les bonnes recettes. Dans le Lot-et-Garonne, par exemple, il y a la recette de la fameuse tourtière au pruneau, un délicieux gâteau qui utilise le plus connu des produits locaux, le pruneau